Madame la Présidente, chers collègues, c'est avec un grand honneur et aussi émotion que je vais faire l'éloge du professeur Laude, qui représente ce qu'il y a de plus illustre dans l'école anatomique française, qui elle-même est, je pense, à l'heure actuelle, de loin la meilleure au monde. J'ai eu la chance de connaître M. Laude depuis à peu près 40 ans. J'ai été 25 ans membre du CNU d'anatomie. J'ai été ensuite secrétaire général du Collège des professeurs d'anatomie et pendant 3 ans, président de la 42e section du CNU. Nous allons vers Amiens. Amiens, c'est la cathédrale qui, je pense, pour toute personne qui est de la région, représente à la fois une source d'admiration, de contemplation et d'inspiration. C'était le cas pour M. Laude, qui a fait de nombreuses conférences sur la cathédrale. Amiens, on ne peut que se tourner vers d'autres figures brillantes. Nous avions comme président l'année dernière le professeur Olivier Jardet d'Amiens. Nous avons le professeur de Vauchel qui a fait une superbe conférence lors de la séance annuelle. Je commencerai par cette photographie vers 1995 où nous avons deux grands noms. En partant à gauche, premier rang, le doyen André Goisé, qui a été président de la conférence des doyens, président du comité de la francophonie, qui a une influence majeure sur l'anatomie et sur la médecine dans la francophonie. Puis au milieu, nous avons le doyen André Delmas, qui dirigeait le laboratoire de Paris, le doyen Maurice Laude, puis au deuxième rang, debout, le professeur Jean-Pierre Lasso, puis le professeur Antoine Drizenko, qui est un des proches élèves de M. Laude et qui est professeur à Lille, puis Pascal Foulon, d'Amiens, un technicien du laboratoire, le professeur Vincent Delmas et le professeur Frédéric Dargy, grand anatomiste parisien, chirurgien pédiatrique qui nous a quittés en décembre également. Pour replacer cela, il faut imaginer quelle était la situation. Jusqu'en 1955, il n'y avait pas énormément de facultés de médecine en France. Il y avait des écoles, mais pas beaucoup de facultés. Et donc, quand on voulait faire ses études complètes et passer son doctorat, il fallait aller dans une des villes de faculté. En l'occurrence, pour M. Laude, qui était originaire du Nord, père instituteur, il a tout naturellement fait ses études à Lille. Lille était une grande faculté et ses études seront complétées par ce qu'il va faire à l'école secondaire d'Amiens, avant de devenir faculté, qui était dirigée par le professeur Perdu. À Lille, il a la particularité d'avoir comme maître indirect, son maître est l'élève du professeur Belloc. Le professeur Belloc a un parcours fantastique. Il est originaire de Toulouse, c'est l'école du professeur Charpie. Puis il a été nommé en 1919 à Strasbourg, où il est resté jusqu'en 1945. Entre 1939 et 1945, je vous rappelle que l'université de Strasbourg était repliée à Clermont-Ferrand. Donc il a travaillé avec le professeur Paturet à Clermont-Ferrand. Et en 1945, décès du professeur Victor Cordier à Lille, et le professeur Belloc, au lieu de rentrer en 1945 à Strasbourg, est nommé titulaire à Lille, car il y avait encore des chaires. Il est nommé titulaire de la chaire d'anatomie à Lille, admirable enseignant à la craie au tableau. Et ce que je veux illustrer par ça, c'est que nous nous inscrivons d'une part dans une notion de compagnonnage, mais dans une notion de transmission. Et cette chaîne est très longue, et nous remontons ici à M. Belloc, mais M. Belloc lui-même a eu M. Charpie, etc. Donc voilà les dessins de M. Belloc, et M. Belloc a directement inspiré son élève qu'il a fait nommer agrégé, le professeur Mine, à Lille, et donc cette école extrêmement précise qui est l'école strasbourgeoise, mais mixée, puisque c'est Toulouse, Strasbourg, Lille et Clermont-Ferrand. L'ouvrage de Paturet est un des plus fantastiques d'anatomie. Entre parenthèses, les dessins du Paturet ont été faits en partie avec l'illustrateur de M. Belloc. En 1955, les écoles secondaires deviennent toutes écoles nationales, pas encore facultés, et ce n'est qu'à partir de 1962 qu'il va y avoir des transformations d'écoles en facultés, du coup, des besoins de nouveaux doyens. Le professeur Berdu sera doyen à la nouvelle faculté d'Amiens, et puis c'est le professeur Laude qui lui succédera au décanat. Entre-temps, ou juste après, il y a les événements de mai 68. Donc, pour replacer cela, 58, vous voyez qu'il y a peu de facultés, mais en 58, c'est la réforme hospitalo-universitaire. C'est ce qui va donner son excellence à l'anatomie française. Car en effet, dans tous les autres pays du monde, les gens sont mono-appartenants. Beaucoup d'enseignants d'anatomie ne sont même pas médecins. Il est évident que la loi Debré en 58 a apporté à la fois une obligation, mais aussi a amené cette médecine clinique et pratique. Je vais donner la parole à M. Laude. Un compagnon, on parle de compagnonnage, un compagnon suppose un maître qui sait, qui transmet ce qu'il croit savoir à un élève. Je voudrais redire ma profonde conviction dans la valeur de l'enseignement d'homme à homme. Pour garder la dignité de l'homme, je tiens beaucoup aux relations humaines. La médecine n'est pas une science froide, stricte,
comme la mathématique, la physique ou la chimie. C'est un art avec tout ce que cela comporte d'imprécis, d'imprévisible, de personnalité, d'individualisme et de créativité. Ce sont des messages qui sont plus que jamais importants. Quand on voit les réformes de référentiels, de suppression de cours magistraux, du tout numérique. Citation de M. Laude, les cours magistraux critiqués ont presque disparu parce que les vrais maîtres ont disparu. Faire un cours magistral, c'est transmettre son flambeau, pas un flambeau prototype, le même pour tout le monde, si possible sur ordinateur, ça fait bien, ça fait moderne, en projetant des dizaines de courbes, de tableaux que les étudiants ne peuvent pas enregistrer, en lisant du bout d'un spot lumineux un texte que tout le monde sait lire, que l'on peut se procurer sur disquette, au tabac du coin, pour le repasser dans sa chambre d'étudiant, sans plus venir en cours, qui n'a plus sa raison d'être. Les polycopiés des corporations d'étudiants en étaient les prémices. Un cours magistral, c'est un acte singulier, personnalisé, qui n'est jamais deux fois le même. Nous avons là la notion de l'éphémère, nous avons la notion de l'art, nous avons la notion du théâtre. Et il est évident qu'on voit des gens qui, 50 ans, 60 ans, 70 ans après, restent marqués par les cours de M. Laude, comme par d'autres grands enseignants français. Et tout cela, nous l'avons gardé. Dans les épreuves de recrutement des maîtres de conférences et des professeurs, des MCUPH et des PUPH, nous avons 3 épreuves, les titres et travaux, comme tout le monde, mais il y a une épreuve de dissection sur un sujet tiré au sort, 3 ou 4 heures, suivant le niveau MCUPU, et il y a une leçon à la craie au tableau. C'est une méthode incomparable. Donc, nous avons tenu par ce compagnonnage, par cette transmission. Ici, 3 doyens, le doyen Jean-Luc Dumas, Barry Bobigny, le doyen Daniel Le Gars, qui a succédé comme doyen à Amiens, le doyen Jean-Paul Franck de Lille, tous anatomistes et tous issus de ce mode de pensée. Ici, l'épreuve de dissection, le professeur André Delmas, Patrice Lefloc-Prigent, le doyen Daniel Legars d'Amiens. Il y a eu jusqu'à 7 doyens anatomistes sur 40 facultés en même temps. 7 en même temps sur 40 facultés. Le doyen Jean-Michel Rogez de Nantes, qui a succédé au professeur Laude, et Pascal Foulon. Et encore une étape aujourd'hui, puisque vient d'être élu comme doyen un chirurgien orthopédique et traumatologique, qui est Éric Havet, professeur d'anatomie, et donc 3 générations, le professeur Perdu qui était encore à l'école de médecine, puis Daniel Legars, puis Éric Havet aujourd'hui, et puis l'école d'Amiens est bien sûr très illustrée, ici Johan Pelletier, et continue cette tradition de planche avec des gens qui viennent de toute la France. Monsieur Laude, il ne faut pas le résumer à quelqu'un qui ferait des schémas au tableau, et c'était des heures de travail, mais c'est quelqu'un de polyvalent, absolument époustouflant, éblouissant, et c'est unanime. Il était passionné par la guerre de 14-18, et notamment la bataille de la Somme. Il nous a emmenés, quelques-uns, quelques anciens du collège et quelques doyens de la discipline, il nous a emmenés pendant 3 jours faire la bataille de la Somme. C'est en 2003. Il avait préparé ça pendant plusieurs années, avec une alternance aussi d'extraits de lettres de Poilu, d'extraits de poèmes de l'époque, d'extraits de musique. Et donc, voilà M. Laude qui, pendant 3 jours, sous la pluie, dans la grisaille, nous a fait on appelle la bataille de la Somme pour quelques-uns de notre collège. Il y avait, peut-être citer tout le monde, voilà ici le doyen Jean-Michel Rogez, par exemple, un des centres d'intérêt de M. Laude. Et puis, pour illustrer cette capacité à mobiliser l'humain et à faire appel à toutes les richesses de la sensibilité, le doyen Jean-Michel Rogez, ici, qui a ensuite été président du CNU et secrétaire général avant moi, avait imaginé pour les 69 ans, 69 en médecine, M. Laude était assez carabin, 69 n'est pas un chiffre anodin. Et donc, pour les 69 ans de M. Laude, il avait décidé de faire une fête d'anniversaire dans un petit village à côté d'Amiens, à côté de Saint-Fucien, où il habitait, en grand secret. Il ne savait rien, M. Laude. Et tous les anatomistes français sont venus pour cet anniversaire. Il est arrivé, la salle était dans le noir, il a allumé, il y avait y compris ses propres maîtres, dont le professeur Libersa. Donc, toutes les générations étaient ici réunies. Pour vous montrer simplement que le côté humain est fondamental, on a beaucoup trop tendance à l'oublier. En chirurgie, nous le savons, l'Académie de chirurgie est exactement l'écho. Et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment sa place et qu'il a été primé par l'Académie. Nous avons ici à gauche le professeur Libersa, qui était son patron. Nous avons à droite le professeur Michel Kex, qui était lui aussi anatomiste et doyen.
Voilà, Monsieur Kex qui prend la parole. Vous voyez qu'il y a toujours une bonne humeur, mais toujours l'anatomie qui est une passion. C'est la famille anatomique, la culture anatomique. Ici, nous avons Roger Robert de Nantes, nous avons ensuite de Marseille Christian Brunet, Denis Valex qui a été doyen de Limoges, anatomiste. Ils sont tous réunis en hommage à Monsieur Laude et en hommage à l'anatomie, en hommage à la transmission. Et Monsieur Laude, bien sûr, est heureux. Monsieur Laude est un conteur. Monsieur Laude va prendre la parole. Monsieur Laude chante ici en duo avec le professeur Antoine Drizenko. Marc Braun, doyen de Nancy, Benoît Langelet de Bruxelles, ici Jean-Pierre Bailleul, professeur à Lille, qui prend la parole, bien sûr, toujours. Ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'instantané, c'est le côté éphémère de la transmission. Et M. Laude qui termine en beauté. Il y a des moments plus académiques. En 2009, à l'Académie nationale de médecine, ça a été unique. Nous avons aussi un certain nombre de ses élèves. Il a fait une leçon à la craie au tableau. Après la leçon, nous avons M. Laude, Monique Potier qui était bibliothécaire d'anatomie, Jean-Michel Roget, doyen de Nantes, et le professeur Benoît Langelet. Un peu plus élargi, nous apercevons Vincent Delmas, le professeur Cabanis, qui a été président de l'Académie de médecine. En partant de la gauche, nous voyons notamment le professeur Le Floch-Prigent, un petit peu caché le professeur Antoine Drizenko, le doyen Pierre Frégé avec la cravate rouge, Pascal Foulon, Christian Cabrol. Contrairement à ce qu'on croit, n'était pas professeur de chirurgie. Christian Cabrol était professeur d'anatomie. Et Vincent Delmas, le professeur Cabanis, Monsieur Laude, Jacques Hureau, qui était mon patron de thèse, Jean-Michel Rogès, Benoît Langelet, le professeur Sureau. Et ça se termine toujours par une bonne bière dans une taverne du quartier latin. Le poète, l'écrivain, le conteur, il a énormément écrit. Il n'a pas fait de livre d'anatomie. En revanche, nous avons la chance, notamment sur le site, sur la chaîne de l'Académie, d'avoir des vidéos de cours. Automne, un extrait. L'automne s'annonçait imperceptiblement par mille petits riens. Sans que l'on s'en soucie, la saison basculait sans grand affolement et les couleurs prenaient des tons plus adoucis. Le ciel avait changé ces dernières semaines. Les nuits étaient plus douces, un peu plus longues aussi, et même certains soirs, quand la lune était pleine, elle brillait fort d'un halo indécis. Et toujours illustré, et là notamment une illustration de cet ouvrage de poème, par Madame Laude. Madame Laude qui a occupé une place fondamentale dans le succès de Monsieur Laude. Ceux de la rue, il aimait beaucoup les termes populaires et même d'argot. Valère, c'est un boucher. L'après-midi, c'est plus peinard. On peut ranger les bas morceaux, garnir les aises pour le frigo, se faire une selle ou un gigot, débiter un demi-pourceau. Le Pékin est bien plus tramard. Les matères sont avec les mioches, sortis de l'école qui ont la dent. Faut du pâté, une tranche de lard et un morcif de sauciflard. Je termine par les 85 ans avec des fidèles, et vous faire partager cela avec ces quelques photos. C'était toujours un rayonnement de joie, de science, de culture et d'humanité avec le professeur Laude. Merci, Monsieur Laude. Va être en relation intime avec l'estomac, dont voici la poche à air, la grande courbure, rejoignant en TH11 l'arrivée de l'ésophage, et l'estomac, dont voici la petite courbure gastrique, et l'estomac qui est un organe qui vient donc cacher derrière lui profondément cette glande pancréatique. Il va se trouver en rapport avec l'arrière-cavité des épiploons, alors que nous l'avions signalé tout à l'heure, vers la gauche, la grande courbure gastrique va ici jouxter la glande splénique, la rate, dont le hile est marqué par le voisinage avec la queue du pancréas, dont voici le bord antérieur, crénelé, et à la partie inférieure, au contraire, à l'étage sous-mésocolique, bien sûr, la glande pancréatique va être marquée par la traversée de la droite à la gauche du cadre colique dont on esquisse ici le rebord supérieur. En fait, un détail primordial dans la morphologie du pancréas qui n'apparaît pas sur cette vue de face, c'est sa disposition par rapport au rachis, par rapport aux éléments vasculaires profonds, par rapport aux éléments rétropéritonéaux. C'est que le pancréas est moulé, concave, sur le rachis. Et nous allons expliquer cela sur une coupe partielle. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette coupe dans un autre chapitre à propos des rapports, coupe passant par la première vertèbre. Ce schéma, nous pouvons ici, dans la zone hilaire, rappeler la répartition des pédicules portaux. Tout d'abord, le pédicule hépatique droit.
celui qui, à partir de la veine porte, va se diviser en deux. Et cela a également une importance chirurgicale. Un premier pédicule segmentaire, qui est un pédicule segmentaire antérieur et supérieur, qui est à direction ascendante, dans lequel on voit bien la voie biliaire, on voit très bien la voie artérielle hépatique, qui mesure au moins 1 cm, 1 cm et demi, et dont la ligature est facile. Au contraire, un pédicule segmentaire qui est postérieur et qui est horizontal, celui dans lequel on voit la voie biliaire effectuer cette crosse postérieure décrite tout à l'heure par Giorgio, et qui, lui, est déjà d'une maîtrise et d'une ligature plus difficile. À gauche, voici le récessus de Rex, voici à partir de la voie biliaire le drainage des canaux hépatiques, et nous pourrions ici montrer le canal segmentaire numéro 4. Enfin, voilà la ramification gauche de l'artère hépatique commune. À la face postérieure, voilà la moitié gauche de la veine cave inférieure. Alain, le philosophe français, a dit que le plus important secret de la vie, c'est de rencontrer ce à quoi on ne s'attendait pas. Eh bien, je pense qu'en matière de chirurgie hépatique, la disposition qui est rencontrée est rarement celle qui est prévue. Bien sûr, j'aurais pu vous faire cette conférence en vous montrant une soixantaine de diapositives, de dissections, d'angiographie, de cholangiographie, de splénoportographie, de scintigraphie, de scanner, de RMN, de reconstitution. Mais j'ai préféré vous la faire à la main et à la craie. D'abord parce que ceci n'a pas grande importance s'il n'est pas complété par la dissection. Et aux plus jeunes d'entre vous, qui ne sont pas rompus avec la chirurgie hépatique, je conseillerais de disséquer encore et de disséquer toujours. Et la dissection ne se montre pas, elle se pratique. Le trait d'incision ne se dessine pas, il se pratique lui aussi.